Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire une présentation de l'épreuve du baccalauréat général de 2024, physique-chimie, centre étranger 1, jour 2, qui s'est déroulé le 6 juin 2024. Alors, les petits conseils quand tu abordes un sujet de physique-chimie complet. Donc, commence par une lecture détaillée du sujet. Ensuite, quand tu vas commencer à rédiger, tu prévois une copie par exercice. Comme ça, tu peux commencer les exercices dans l'ordre que tu veux. Il faut respecter la numérotation de l'énoncé au niveau des questions. Vraiment très important pour que le correcteur ne s'y perde pas et n'enlève pas des points s'il n'est pas content. Il ne faut pas utiliser de stylo friction parce que ta copie va être scannée et à la chaleur, le friction a tendance à disparaître, donc c'est gênant. Il faut privilégier l'encre noire pour que ce soit bien visible. Il ne faut pas utiliser de correcteur, donc c'est-à-dire du blanco. Même à la souris, ça risque d'accrocher sur le scanner, donc c'est plutôt gênant. Il faut barrer proprement et réécrire en dessous. Il ne faut pas utiliser de stabilo sur la copie, parce que ça pourrait être pris en compte comme un signe caractéristique sur une copie, c'est-à-dire on veut dire qui on est. C'est complètement interdit. On pense à encadrer en rouge les formules qu'on utilise, à souligner le résultat, et je pense que ça vous fait une copie déjà très présentable. Lecture détaillée, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais aborder question par question en expliquant comment répondre, sans donner forcément la réponse complète, c'est-à-dire juste une indication pour que tu puisses faire toi-même euh, l'exercice en révisant. Si tu as besoin d'une correction complète, je te conseille d'aller vraiment sur le site Labo Lycée, tu retrouveras la correction complète et détaillée. Moi, je suis là pour t'expliquer comment faire et que tu puisses le faire et ensuite aller vérifier le résultat. Alors on commence avec l'exercice 1 sur l'ammoniac, donc l'exercice de chimie, c'est l'exercice le plus long, le plus important. Donc petite lecture, présentation de ce que c'est que l'ammoniac. Donc la seule donnée chiffrée est celle-ci, 180 millions de tonnes. Bon, je ne pense pas qu'elles soient importantes pour la suite, on le verra. Donc la première partie, étude de la molécule et de ses propriétés chimiques. Donc on a quelques informations, le numéro atomique, les électronégativités de différents atomes, la géométrie de la molécule d'ammoniac, le pK du couple dans lequel l'ammoniac rentre, les zones de virage de quelques indicateurs colorés avec leurs couleurs. Et donc on aborde la première question, représenter le schéma de Lewis de la molécule d'ammoniac. Donc là c'est une question de cours, normalement toute simple, toute bête. La réponse est là. Le seul chose à savoir c'est qu'effectivement l'atome d'azote a un doublet non liant. Donc on ne demande pas la démonstration, il faut juste l'écrire. Dans le cours cette année, ça a été vu puisqu'on doit connaître la représentation de Lewis pour les amines et l'ammoniac est l'amine la plus simple qui soit. Donc, question de cours de base pour se mettre en confiance au départ. Alors, donner un argument justifiant la grande solubilité de l'ammoniac pour la question 2. La question est un peu plus embêtante, celle-là, parce qu'elle fait appel à l'utilisation de l'électronégativité. Donc, c'est plutôt des connaissances qui ont été vues en spécialité première. Il y a une représentation ici pyramidale de la molécule d'ammoniac, avec l'atome d'azote et les 3 atomes d'hydrogène. Si on regarde l'électronégativité, on voit que l'électronégativité de l'azote est beaucoup plus grande que celle de l'hydrogène. L'écart entre les deux est supérieur à 0,4, ce qui fait que c'est très important. Les termes d'électronégativité font que les électrons de la liaison entre N et H, les 2 électrons de la liaison, sont davantage attirés vers l'azote. Et ce pour les 3 liaisons avec les H, ce qui fait qu'on a une charge partielle 3 delta- qui apparaît au niveau de l'azote et des charges partielles delta plus au niveau des H. Donc c'est juste un déséquilibre, le fait que les électrons soient davantage attirés par l'azote. Du coup, le centre des charges partielles positives, il est situé, vu que la molécule est pyramidale, il est situé sous l'azote. Le centre des charges négatives, il est au niveau de l'azote. Donc en fait, on a un écart entre ces deux positions, elles ne sont pas superposées. Les deux centres, donc centre des charges positives, centre des charges positives, centre des charges négatives, ne sont pas superposés. On dit que la molécule est polaire. D'accord? Donc les liaisons sont polarisées et cette molécule est polaire. On nous demande la solubilité de l'ammoniac dans l'eau. Donc il faut représenter la molécule d'eau et la molécule d'eau, elle est aussi polaire. Donc on a aussi des liaisons polarisées puisqu'on a une différence d'électronégativité de plus de 0,4 entre hydrogène et oxygène. Donc on a une charge partielle 2 delta- qui apparaît sur l'oxygène, des charges partielles d'état plus sur les hydrogènes. Les liaisons sont polarisées. Le centre des charges positives est situé ici, sous l'oxygène, donc il n'est pas superposé avec le centre des charges négatives au niveau de l'oxygène.
Donc on a une molécule polaire. Et comme ce sont deux molécules polaires, l'ammoniac va avoir tendance à bien se dissoudre, à être donc très soluble dans l'eau. Pour la suite, on te présente une expérience que tu as dû voir en TP ou en présentation de cours, donc l'expérience du jet d'eau. Première question, simple, on définit une base selon Bronsted. Bon, c'est du cours, d'accord. Une base selon Bronsted, c'est une espèce chimique qui est capable de capter un ou plusieurs ions H+. Il faut le savoir. La question 4, écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation de l'ammoniac avec l'eau. Donc si l'ammoniac réagit avec l'eau, on a vu un peu avant que l'ammoniac rentre dans un couple acide-base, NH4+, NH3. L'eau en présence d'ammoniac va se comporter comme un acide, c'est-à-dire qu'elle va céder un proton H+, à l'ammoniac qui va devenir NH4+, et donc l'eau deviendra HO-. Alors c'est une réaction qui n'est pas totale, c'est un équilibre. Si jamais tu l'as oublié de le mettre, que tu oublies de mettre la flèche, ici c'est pas une catastrophe. En déduire en la justifiant la couleur de la solution obtenue. L'eau dans laquelle l'ammoniac s'est dissous, on y ajoute du BBT. C'est un indicateur coloré qui est jaune en milieu acide et bleu en milieu basique. Est-ce qu'on est dans un milieu acide ou dans un milieu basique ici? Sachant qu'on a une libération d'ion hydroxyde HO-, on va pouvoir dire qu'effectivement on est en milieu basique, la solution deviendra bleue. On mesure le pH de la solution aqueuse d'ammoniac obtenue pH égale 11. Bon ça, je pense que si tu l'as lu, si tu as lu ensemble, ça doit bien t'indiquer que tu as raison de dire qu'on est effectivement en milieu basique. Indiquer l'espèce qui prédomine en justifiant la réponse à l'aide d'un diagramme de prédominance. Donc le diagramme de prédominance, c'est cette flèche où on a sur un axe le pH qui est censé augmenter. On a le pK qui nous est donné pour le couple NH4+, NH3. Le pK vaut 9,2, c'est-à-dire que si le pH est plus petit que 9,2, c'est NH4+, qui prédomine. Si le pH est plus grand que 9,2, c'est NH3. Donc là, ici, avec un pH de 11, on peut être sûr que c'est NH3 qui prédomine dans le milieu. Ensuite, on vous fait un titrage de cette solution d'ammoniac avec de l'acide chlorhydrique de concentration Ca égale 0,10 mol litre moins 1. Question 7, écrire l'équation de la réaction support du titrage. L'acide chlorhydrique c'est H3O+, qu'on fait réagir avec l'ammoniac, H3O+, plus NH3. Une réaction acide-base tout à fait classique, H3O+, va céder H+, à NH3 qui est une base. On obtient NH4+, et H2O. Là c'est une réaction totale puisqu'elle est utilisée pour un titrage. Donc forcément une flèche simple. Ensuite, justifier l'utilisation du rouge de méthyle comme indicateur coloré pour ce titrage. Alors, le rouge de méthyle, il a comme propriété donc, de passer du rouge au jaune. Donc là, on va passer au contraire du jaune au rouge, puisqu'on commence avec un milieu basique et on va vers un milieu acide. La zone de virage est entre 4,2 et 6,2. Alors, il faut ici pouvoir déterminer l'équivalence. Donc, il n'y a pas de feuille à rendre. Donc, on doit le faire nous-mêmes. Il suffit de faire la méthode des tangentes pour déterminer le volume à l'équivalence. Donc on va tracer sur la feuille, c'est pas à rendre, mais il faut l'expliquer quand même. Donc il faut expliquer qu'on va appliquer la méthode des tangentes, on va trouver un volume équivalent de 10 ml, et en gros un pH à l'équivalence qui doit se situer ici, si on trace les tangentes parallèles, et on doit trouver un pH de 5,5. Donc on est tout à fait au milieu de la zone de virage, donc c'est parfait pour l'utilisation du rouge de méthyle comme indicateur coloré. La question 9, déterminer la valeur de la concentration CB de la solution aqueuse d'ammoniac choisie pour cette simulation. On a fait un titrage. La définition de l'équivalence, c'est quand les deux réactifs ont été versés dans les proportions stoichiométriques. Ici, les coefficients stoichiométriques sont de 1. La quantité de NH3 présente dans le ballon est égale à la quantité d'H3O+, qu'on a versée à l'équivalence. On remplace les quantités de matière par le produit des concentrations fois le volume. Et donc, connaissant le volume à l'équivalence, connaissant CA, connaissant VB, on retrouve la valeur de CB. Je vous laisse faire le calcul. Vous avez ici VB 20 ml, vous avez CA égale 0,1 mol par litre, vous avez 10 ml pour ça. Le calcul est relativement simple. On passe à la deuxième partie avec la synthèse de l'ammoniac. Donc, on vous dit que la synthèse de l'ammoniac NH3 se fait à partir de diazote N2 gazeux et de dihydrogène H2 gazeux aussi. On vous donne les conditions de pression et de température, l'utilisation d'un catalyseur. On vous dit 6 mol de diazote, 6 mol de dihydrogène et on obtient uniquement 0,80 mol d'ammoniac. Alors, première question de cette partie, la question 10. Écrire l'équation de la réaction modélisant la synthèse de l'ammoniac. Bon, voilà, question vraiment relativement simple, puisqu'il suffit de lire N2 réagit avec H2 pour donner NH3. On équilibre, N2 plus 3H2 donne 2NH3. On met une flèche simple,
suppose une réaction totale. Maintenant, si le rendement, on vous demande ensuite de calculer l'avancement maximal et de conclure quant au taux d'avancement de cette réaction, il n'est pas dit qu'elle soit totale. Donc à la limite, vous vérifiez si avec la question 11, on s'aperçoit que ce n'est pas une réaction totale, vous corrigez, vous mettez une double flèche. Pour la question 11, il faut déterminer l'avancement final XF et l'avancement maximal, et les comparer puis conclure. Donc là, le plus simple, c'est quand même de faire un tableau d'avancement. Donc j'en ai fait un relativement simple, relativement succinct. Qu'on vous dit qu'on a 6 mol de N2, 6 mol de H2 et qu'on obtient 0,8 mol de NH3. 0,8 mol de NH3 correspond en fait à ce qu'on obtient à l'état final en NH3. Et donc si on remplit le tableau d'avancement, donc 6 moins XF, puisque coefficient stoichiométrique de 1, 6 moins 3XF, coefficient stoichiométrique de 3 ici, 2XF ici, donc on aura 2XF qui est égal à 0,8. On peut en déduire que XF est égal à 0,4 mol. Donc vous allez trouver XF relativement facilement. Pour trouver Xmax, l'utilisation classique du tableau d'avancement, donc soit on considère que N2 est le réactif limitant, donc on aura 6 points Xmax qui vaut 0, ce qui reviendrait à un Xmax de 6 mol. 6 mol de N2 serait consommé. Si par contre c'est H2 qui est le réactif limitant, donc on aurait 6 moins 3 Xmax qui est égal à 0, ça nous donnerait donc un Xmax qui est égal à 6 divisé par 3, c'est-à-dire 2 mol. Clairement, c'est H2 qui est le réactif limitant, et donc on a un Xmax qui vaut 2 mol. 0,4 mol ici, 2 mol ici. Vous pouvez en les comparant calculer le taux d'avancement. On arrive à un taux d'avancement de 0,2. Donc effectivement, la réaction n'est pas totale. Il s'agit bien d'un équilibre. Et on retrouve d'ailleurs que le rendement de la production d'ammoniac est de 20%, ce qui correspond tout à fait au taux d'avancement qu'on a ici. Pour la partie suivante, donc on vous donne effectivement quelques données. 640 tonnes de dihydrogène par an, le dihydrogène sera utilisé pour la production d'ammoniac, le rendement de la production sera de 20%. Et là, vous voyez qu'on retrouve la valeur 20% qui correspondait au taux d'avancement ici. On est plutôt sur le droit chemin. On vous donne les demi-équations, on ne vous précise pas quelle électrode, le volume molaire, donc c'est-à-dire le volume occupé par une mole d'un gaz, donc on n'aura pas utilisé l'équation des gaz parfaits a priori. On vous donne le nombre d'Avogadro, la charge élémentaire, et on vous donne les deux formules pour la quantité d'électricité, à savoir I fois delta T et le nombre de moles d'électrons fois le nombre d'Avogadro fois E, les valeurs étant données là. Et vous avez quelques masses molaires. La production d'hydrogène peut se faire par électrolyse. Question 12, indiquez parmi celles numérotées 1, 2 ou 3, les deux flèches représentant respectivement le sens du courant électrique et celui du déplacement des électrons. Alors le courant électrique, il part du générateur, il sort de la borne plus du générateur et il va vers la borne moins à l'extérieur du générateur. Donc il part d'ici et il va là. C'est-à-dire que c'est le sens numéro 3 pour le courant électrique. Comme le déplacement des électrons est le sens opposé à celui du courant, le sens du déplacement des électrons, ce sera donc la flèche, ce sera la flèche 2. La flèche 1, c'est un piège parce qu'ici il s'agit d'un déplacement d'ion, donc c'est pas du tout ce qui vous est demandé. Question 13. Associez à chacune des électrodes A et B une des équations des réactions électrochimiques figurant dans les données et nommez les gaz formés à chaque électrode. Donc si on les regarde, les électrons donc partent d'ici, ils arrivent à l'électrode A. Donc l'équation qui correspond à une arrivée d'électrons, c'est celle-ci. Donc à l'électrode A, c'est le dihydrogène qui est formé. À l'électrode B, les électrons s'en vont. Donc il y a un départ d'électrons ici. Donc on a bien une formation de dioxygène ici. Donc à l'électrode B, on a le dioxygène qui est formé. Question 14, écrire l'équation de la réaction, mais disons la transformation chimique qui se déroule dans l'électrolyseur. On vous a donné les deux demi-équations qui sont ici. Celle-ci contient 4 électrons, celle-ci 2 électrons, donc on vous rappelle qu'il faut qu'il y ait le même nombre d'électrons de part et d'autre, donc on va multiplier par 2 avant d'additionner les deux demi-équations et obtenir l'équation finale, ce qui fait qu'il va falloir tout multiplier par 2 et en simplifiant on va retrouver 2H2O donne 2H2 plus O2. Donc vous remarquerez qu'on a 2 fois plus de H2 formé que de O2, donc ce qui explique qu'on a un volume de gaz plus important à l'électrode A où se forme le dihydrogène. Question 15. Calculez la quantité d'électricité Q ayant circulé dans le circuit électrique pendant la durée de l'électrolyse. Donc vous avez la durée ici, il faut la mettre en secondes. L'intensité est là. Donc on reprend les formules qui vous sont données juste ici au-dessus. Donc pour calculer Q, ce sera I fois delta T. On vous demande ensuite de trouver le nombre de moles d'électrons. Donc on va réutiliser cette fois-ci cette partie-là de la formule.
et on va obtenir quelque chose comme ceci. Donc ce sera I fois delta T sur Na fois E, on vous donne tout, vous avez juste à faire le calcul pour avoir le nombre de moles d'électrons. Question 16, en déduire le volume de dihydrogène que l'on pourrait obtenir dans les conditions de l'expérience. Il faut 2 électrons pour 1 dihydrogène, donc il faut 2 électrons pour une molécule de H2. Donc si vous avez le nombre de moles d'électrons, il suffira de le diviser par 2 pour obtenir le nombre de moles d'hydrogène qu'on va former. Une fois que vous avez le nombre de moles de dihydrogène, sachant que vous vous rappelez que vous avez le volume molaire qui est de 24 litres par mol, vous avez juste à multiplier le nombre de moles par le volume molaire pour avoir le volume de gaz formé. Comparé aux données expérimentales, on retrouve bien vous allez voir qu'on retrouve bien les 4 ml de gaz ici. Ensuite, question 17, déterminer la masse d'ammoniac qui pourrait être produite en 2024 à partir du dihydrogène produit dans l'usine de Pilbara. Commentez. L'usine de Pilbara, qu'est-ce qu'on vous annonce pour le dihydrogène de l'usine de Pilbara? L'usine de Pilbara, on vous en parle ici. La première phase produira 640 tonnes de dihydrogène par an. Le rendement de la production d'ammoniac sera de 20%. Et donc, on vous demande la masse d'ammoniac qui pourrait être produite. Vous avez la masse de dihydrogène au départ, ce qui vous permet de calculer à partir de la masse molaire du dihydrogène la quantité de matière de dihydrogène. Ensuite, la relation de l'équation qu'on a vue à la question 10, la relation entre les quantités de matière, vous permettre de calculer ensuite le nombre de moles de NH3 formés, sachant qu'on n'aura que 20% de rendement, en fait vous aurez de former uniquement 20% de ce nombre de moles que vous aurez calculé, et vous pourrez ensuite calculer la masse de NH3 à partir de la masse molaire du NH3. Alors on passe maintenant à l'exercice 2, la découverte des lunes glacées de Jupiter. On commence avec l'orbite circulaire d'altitude h égale 500 km. Alors schématiser sans souci d'échelle Ganymède et l'orbite de la sonde JUICE. Placez le repère de freinée et représentez la force d'interaction gravitationnelle que subit la sonde. Question classique sur le repère de freinée, donc on a une trajectoire circulaire autour ici de Ganymède, donc là vous avez une des positions de la sonde JUICE. Vous représentez UT, donc le T c'est pour tangent, donc tangent à la trajectoire, U étant le vecteur unitaire, c'est-à-dire que sa norme vaut 1, UN c'est le vecteur normal, c'est-à-dire perpendiculaire à la trajectoire, sa norme vaut 1, la force d'attraction gravitationnelle exercée par Ganymède sur JUICE sera radiale et centripète. On vous demande d'exprimer dans le repère de freinée la vecteur de force Fg, donc ce sera grand G fois la masse de JUICE fois la masse de Ganymède divisé par la distance entre le centre de Ganymède et JUICE, c'est-à-dire RG, le rayon de Ganymède, plus H, le tout au carré. Et comme on veut l'expression du vecteur, on vous dit bien le vecteur, cette grandeur scalaire, on va la multiplier par le vecteur UN, vecteur unitaire, puisque la force, elle est dirigée suivant UN. Vous voyez que les deux vecteurs FG et UN sont parallèles. Même direction, même sens. Exprimé dans le repère de freinée, ça c'est fait. On considère que Fg est la seule force qui s'exerce sur la sonde JUICE. Montrer que la sonde JUICE a un mouvement circulaire uniforme de le référentiel supposé galiléen centré sur Ganymède. Donc là, on se retrouve sur les questions 3, 4 et 5. Donc ce sont tout à fait des questions de cours sur le mouvement dans le champ de gravitation. Elles sont typiques à savoir-faire. Donc reprenez votre cours pour le refaire s'il faut. À partir de l'expression de cette force, vous appliquez, donc comme c'est la seule force, vous appliquez la deuxième loi Newton. Donc cette force sera égale à la masse fois l'accélération. La masse, ce sera la masse de JUICE. Donc l'accélération, en fait, ce sera la même expression, mais simplifiée par mj. Et ensuite, on sait que cette accélération, elle est suivant UN. Vous allez voir qu'elle est suivant UN. Vous êtes dans le repère de freinée, vous n'aurez pas d'accélération tangentielle. S'il n'y a pas d'accélération tangentielle, ça veut dire que dans le repère de freinée, dv sur dt, donc la dérivée de la vitesse sur dt, qui est l'expression de l'accélération suivant u de t, est nulle. Donc si la dérivée de la vitesse est nulle, ça veut dire que la vitesse est constante. Donc on a bien un mouvement qui va être circulaire et uniforme, puisque la vitesse sera constante. Le terme qui nous reste d'accélération suivant UN, dans le repère de freinée vaut v carré sur r, donc à partir de là, vous pouvez retrouver l'expression de v, et de la même façon, vous pouvez retrouver l'expression de t, puisque t, c'est le temps que met la sonde JUICE pour faire un tour. Donc vous avez la distance parcourue, ce sera 2π fois le rayon total, divisé par la vitesse, vous avez la période. Donc en simplifiant ces expressions, vous retrouvez la période de t. Et vous pouvez faire le calcul et vous retrouverez la valeur de t à 500 km. Ensuite, en utilisant la troisième loi de Kepler, déterminer la période de la sonde JUICE sur son orbite circulaire d'altitude 5000 km. La troisième loi de Kepler va vous dire que t carré sur r au cube
est égal à une constante pour cet astre. Donc, quelle que soit l'altitude à laquelle vous allez être, vous aurez T carré sur Rg plus H au cube qui est égal à une constante. À l'altitude de 500 km, vous connaissez à la fois la période que vous avez calculée et qui vous est redonnée, et vous connaissez évidemment H et Rg. Donc vous pouvez calculer la constante. Et ensuite, on vous demande juste de calculer la période à 5000 km. Donc, comme c'est une constante, ça sera aussi égal, vous remplacez H par cette fois-ci 5000 km, et vous calculez T à 5000 km. Alors, à nouveau, une question un peu plus compliquée. Donc, en utilisant la réponse aux questions 5 et 6, estimez le nombre d'orbites effectuées par la sonde JUICE. Donc, vous avez les périodes de révolution pour les deux altitudes, et vous avez une petite information ici. 90 jours sur une orbite circulaire de 5000 km, donc vous pouvez calculer le nombre de tours que ça représente. Sur l'orbite de 500 km, il faut 102 jours, donc vous voyez le nombre d'orbites que ça représente. Et ensuite, vous allez donc trouver une valeur, je pense, qui sera inférieure à celle-ci, 1167, puisque vous avez 30 jours sur une orbite inférieure à 500 km, dont vous n'avez pas d'information, et vous avez 30 jours sur une orbite elliptique. Donc je pense que vous pouvez justifier que vous pourrez retrouver ce chiffre-là, à peu près. Alors, deuxième partie, communication. Le temps mis par le signal radio pour faire un aller-retour est de 1h46. Indiquez à quel type d'onde les ondes radio appartiennent. Donc évidemment, les ondes radio, ce sont des ondes électromagnétiques. Elles font partie du spectre électromagnétique, elles ne sont pas mécaniques. Une des justifications, même si on ne vous en demande pas, c'est que les ondes radio circulent dans l'espace, ce qui est possible pour les ondes électromagnétiques, mais pas pour les ondes mécaniques. Alors, montrez en négligeant la distance entre la sonde JUICE et Jupiter que le temps mis par le signal radio pour faire un aller-retour entre la sonde JUICE et la Terre est proche de celle annoncée. Normalement, vous connaissez la célérité de la lumière, donc 3 à 10 puissance 8 mètres par seconde. Vous avez des informations sur la distance entre Jupiter et la Terre, donc vous calculez juste le temps de parcours pour que l'onde fasse un aller-retour, c'est-à-dire 2 fois le trajet entre Jupiter et la Terre. Et vous allez retrouver cette durée-là. On passe ensuite à l'exercice 3, une couverture de survie. Donc on veut comparer une couverture de survie et une couverture en laine. Alors, citez les 3 modes de transfert thermique, précisez celui pour lequel il est majoritairement nécessaire de protéger les satellites. Les 3 modes de transfert thermique, vous devez connaître, conduction, convection et rayonnement. Donc évidemment, pour les satellites, on doit les protéger des rayonnements. Alors, une personne est recouverte d'une couverture. On vous parle du coefficient de transfert thermique de conduction. Notez U, on vous donne l'unité. Alors, établir en s'appuyant sur une analyse dimensionnelle les relations entre U, lambda et E. Donc, U, c'est des watts, Kelvin-1, mètre-2. Vous l'avez là. Lambda, watt, Kelvin-1, mètre-1. Donc, vous voyez que c'est quasiment similaire. Donc, on aura forcément U qui sera au numérateur comme lambda, mais de l'autre côté. On doit transformer des mètre-1 en mètre-2, ça veut dire qu'il faut diviser ça par des mètres, donc on va le diviser par E. Et on aura effectivement la bonne formule. Calculez la valeur de la conductivité thermique de la couverture de survie et celle de la couverture en laine. Vous connaissez les deux U, vous connaissez les deux épaisseurs, donc vous allez calculer les deux lambda. Donc les comparer puis commenter, évidemment, il y en a une qui va mieux conduire, celle qui a la plus grande conductivité, elle va mieux conduire la chaleur. Il y a des chances que la couverture de survie conduise moins la chaleur. Indiquez le domaine d'onde dans lequel le lampe halogène émet le plus de rayonnement. On voit bien ici que le plus de rayonnement, c'est dans l'infrarouge, donc ce qui explique que on va bien l'utiliser pour le transfert thermique à travers les couvertures, puisque le rayonnement du corps humain se fait essentiellement dans l'infrarouge. Donc en fait, ça nous permettra d'utiliser cette lampe halogène pour comparer ce qui se passe avec le rayonnement émis par le corps humain, l'infrarouge. Donc ensuite, on réalise une expérience avec la lampe halogène. On a placé les deux couvertures, une plaque de liège, le thermomètre. Et donc, on veut regarder en fait les transferts de chaleur qui s'effectuent à travers la couverture en regardant la température de la plaque de liège. Alors, montrer que l'expression de la variation d'énergie interne d'un système incompressible peut s'exprimer sous la forme delta U égale M fois C fois delta T. Donc, par définition, la variation d'énergie interne, selon le premier principe de la thermodynamique, est égale au travail plus Q, qui est le transfert de chaleur. Sachant qu'ici, il n'y a aucun travail qui est fourni, ça veut dire que delta U sera égal à Q. Et vous savez que le transfert de chaleur, la formule est M fois C fois delta T. Donc on a bien delta U qui vaut M fois C fois delta T. Question 6, exprimer le flux thermique fui à travers la plaque de liège en fonction de la variation de température et du temps. Donc le flux, c'est Q sur delta T. Donc l'énergie transmise sur
delta T. Ça revient à une puissance exprimée en watts. Donc si on remplace Q par M fois C fois delta T, on va retrouver donc M fois C fois delta T température sur delta T le temps. Donc on suppose que le flux thermique qui traverse la couverture est le même que celui qui traverse la plaque de liège. Comment comparer l'efficacité des deux couvertures à retenir la chaleur corporelle? Vous avez démontré avec cette question 6 que en fait le flux est proportionnel au delta grand T sur delta petit t. Donc en fait pour comparer les flux des deux couvertures, mais on compare juste le delta grand T sur delta petit t. Pour la couverture de survie, vous voyez que le flux est quasiment 3 fois plus petit que pour la couverture en laine. Donc si le flux est plus petit, ça veut dire que la couverture de survie protège mieux la personne puisqu'il y a moins de transfert de chaleur, il y a moins de flux qui passe à travers elle. Donc elle est plus adaptée que la couverture en laine dans le cas qui nous intéresse. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile et que vous allez pouvoir bien vous entraîner pour l'épreuve de spécialité du bac physique. Bon courage!